J'ai passé au crible toutes les incohérences majeures de l'histoire de Rick et Morty. Et croyez-moi, certains d'entre eux sont carrément destructeurs de dimensions. Que ce soit Rick qui a besoin des ondes cérébrales de Morty juste pour rester en vie, ou le fait que des chronologies infinies se contredisent toujours d'une manière ou d'une autre. La logique de cet univers ne tient qu'à un fil. Et oui, nous commençons fort avec un trou dans l'intrigue qui ruine complètement la raison pour laquelle Rick emmène Morty dans ses aventures. Accrochez-vous, ça va être compliqué. La contradiction des ondes cérébrales de Morty. Rick a beau être l'homme le plus intelligent de l'univers, même lui ne peut pas se sortir de ce trou scénaristique par la science. Tu sais quoi, Rick? Non, je vais te dire quelque chose. Je suis plus qu'un bouclier humain. Oui, c'est exact. Vous l'êtes. Tu es une parfaite armure humaine impénétrable, Morty, parce que tu es aussi bête que je suis intelligent. Dans l'épisode Rick Potion numéro 9 de la saison 1, Rick affirme avoir besoin de Morty pour masquer ses ondes cérébrales de génie. Selon lui, le cerveau ordinaire de Morty agit comme un dispositif de camouflage, rendant plus difficile pour la citadelle des Ricks et d'autres ennemis de le traquer. C'est la raison pour laquelle il traîne Morty dans des aventures dangereuses. Cela semble crédible jusqu'à ce que vous regardiez n'importe quel autre épisode. Rick part tout le temps en solo et laisse Morty derrière lui. Qu'il fasse la fête avec Tête d'Engrenage, rejoigne les Vindicators ou fuit des entités divines. D'une manière ou d'une autre, Rick parvient à voyager entre les réalités sans son soi-disant bouclier cérébral, et personne ne frappe à la porte de son garage. Et puis Morty Plité dans la saison 5 essaie de corriger ça en disant que Rick a créé des centaines de familles leurs pour tromper ses ennemis, mais ça ne fait qu'ouvrir une autre brèche. Si les leurs suffisent à le masquer, il n'aurait pas dû traîner Morty avec lui. Cela sape les fondations de la dynamique de Rick et Morty. Ce qui a commencé comme une tactique de survie est devenu un gag récurrent, puis est soudainement devenu sans importance. La série veut le beurre et l'argent du beurre. Ce Morty est essentiel à la protection de Rick, et complètement facultatif selon l'épisode. C'est l'une des plus grandes incohérences de la série, car si Rick avait vraiment besoin de Morty pour survivre, il ne le laisserait jamais rester à la maison. S'il avait vraiment besoin de lui pour se protéger, pourquoi a-t-il construit un multivers entier conçu pour protéger son ego? La courbe finie centrale éveille Morty. L'une des plus grandes révélations de la série sur la courbe finie centrale. C'est un pare-feu multiversel qui bloque tous les univers où Rick n'est pas l'homme le plus intelligent. Selon Evil Morty, cela a été conçu par les Ricks pour s'enfermer dans des réalités où leur intellect est inégalé, créant une boucle fermée de supériorité. Mais c'est là que tout s'écroule. La série sous-entend fortement que Rick C-37 a joué un rôle majeur dans la construction de la courbe, à un détail près. Dans le Rick Shank Redemption, Rick admet qu'il n'a maîtrisé le voyage interdimensionnel que bien plus tard dans sa vie, longtemps après que la courbe ait prétendument existé. S'il n'a inventé le voyage par portail qu'après la mort de sa femme, comment aurait-il pu aider à concevoir une barrière multiverselle qui dépend entièrement de l'accès interdimensionnel? Et ça empire. Evil Morty doit scanner l'esprit de Rick pour accéder aux données de la courbe, ce qui suggère que C-37 détient la clé maîtresse. Mais cela contredit des épisodes antérieurs qui montrent la courbe fonctionnant indépendamment, construite et maintenue par la Citadelle, un conseil de Ricks qui aurait eu besoin de cette technologie bien avant l'arrivée de Morty Maléfique. Personne ne sait si Rick C-37 l'a construit, ou tous les Ricks, et les scénaristes ne semblent pas non plus intéressés à l'expliquer. C'est censé être le pilier central des règles du multivers de la série, et cela contredit tout ce que nous savons sur la chronologie personnelle de Rick. Soit Rick était un architecte fondateur de la courbe, soit il n'était qu'un retardataire rancunier. Mais si la série n'arrive même pas à raconter correctement son histoire de multivers, attendez de voir ce qu'ils font de la chronologie personnelle de Rick, de l'âge de Rick et des souvenirs d'enfance de Morty. C'est un cauchemar. Je n'arrive pas à croire que tu m'enfermais dans ce poulailler amélioré. Poulailler, ce sont des nuages générés de manière procédurale, bête. Cette rivière est un arc-en-ciel, littéralement. Allez, j'ai mis du cœur à l'ouvrage ici. Tu es censé t'investir à fond dans l'éducation de ta fille. Dégoûtant. Depuis le début, Rick et Morty nous dit que Rick a abandonné Beth et sa famille pendant 20 ans. C'est l'encre émotionnelle derrière la haine de Beth pour son père, les problèmes de confiance de Jerry et les tentatives constantes de Rick de se racheter. Morty a 14 ans, donc le calcul est simple. Rick n'était pas là à la naissance de Morty. Il ne devrait même pas savoir à quoi ressemblait bébé Morty, mais la 3e saison arrive. Dans l'épisode Les ABC de Beth, nous avons un flashback de Rick tenant un Morty enfant. Et dans Repos et Rick Laxation, Rick réfléchit avec émotion à l'enfance de Morty comme s'il avait réellement élevé l'enfant. Ce sont des moments sérieux censés ajouter du poids émotionnel au personnage de Rick. Les scénaristes ont-ils oublié l'absence de 20 ans, ou sommes-nous censés croire que Rick apparaissait et disparaissait de la vie de Morty entre 2 cuites et voyages dimensionnels? Car ça ne colle pas. Soit Rick est parti pendant des décennies et n'est revenu que récemment, soit il est resté discret tout ce temps et n'en a jamais parlé. Mais la série ne s'engage jamais sur une seule version. Il veut que Rick soit le père absent et irresponsable, et le grand-père secrètement attentionné qui se souvient avoir tenu Morty bébé. Cette incohérence brise le cœur émotionnel de la série. Si Rick était là quand Morty était bébé, alors le traumatisme de Beth, le manque de confiance de Morty et la culpabilité de Rick sont tous basés sur un mensonge. Si Rick ne sait même plus s'il a élevé Morty ou non, abonnez-vous car les échecs de la chronologie ne font que commencer.
Puisque l'intrigue de Jerry ne peut guère être qualifiée d'histoire, la chronologie de Rick n'a absolument aucun sens. Le chômage permanent de Jerry. Le parcours professionnel de Jerry est un véritable trou noir. Depuis l'épisode 1, Jerry Smith a été l'incarnation de l'échec. Il est peu sûr de lui, sans but et surtout au chômage. C'est un running gag pour lequel tout le monde, y compris ses propres enfants, se moque de lui. Le problème, c'est que malgré les moqueries dont il est l'objet pour son chômage, Jerry ne fait jamais d'efforts pour trouver un emploi. Sérieusement, réfléchissez-y. À travers de multiples saisons, chronologie et même réalité, Jerry ne fait rien pour changer sa situation. Il se la coule douce, et pourtant il arrive à payer une maison, une voiture, le câble et à élever 2 enfants. Lorsqu'il est embauché par la Fédération Galactique dans Rick Shank Redemption, c'est par accident. Et une fois qu'il quitte la Terre, il redevient Jerry le chômeur, sans qu'on lui pose de questions. Et le plus étrange, c'est que personne ne le force jamais à le réparer. Beth se plaint, Summer se plaint, Jerry se plaint, mais rien ne change. Le gars vit dans un univers où les robots exaucent les vœux et les champignons magiques vous transforment en PDG, et il réussit quand même à ne strictement rien faire. Ce n'est pas seulement une bizarrerie de caractère, c'est un défaut structurel dans l'écriture. La série veut que Jerry reste pathétique pour toujours, mais elle n'explique jamais comment c'est possible. Alors que Rick défie les lois de l'espace et du temps, Jerry défie celles de l'économie de base. Son manque de revenus n'a aucun sens, mais attendez de voir ce qui se passe quand Morty a un bébé avec un robot. D'accord. Oh oh. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? Je pense que le robot de Morty a été conçu pour plus que de longs week-ends. Le problème de l'hybride ADN humain extraterrestre. Rick a beau pouvoir réécrire les lois de la physique, même lui ne peut expliquer comment Morty a mis enceinte un robot. Dans Élevé Gazorpazorp, Morty a un moment avec un robot sexuel extraterrestre, et 9 mois compressés en 9 secondes plus tard, Morty Junior, un hybride mi-humain, mi-gazorpienne, apparaît. Le spectacle le balaye du revers de la main comme une des gaffes habituelles de Morty, mais il y a un problème bien plus grave ici. Ceci devrait être biologiquement impossible. Nous parlons de reproduction interespèce entre une adolescente humaine et une machine extraterrestre qui n'a même pas de partie organique. Au mieux, c'est un incubateur synthétique. Au pire, c'est un distributeur automatique amélioré. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune explication plausible sur la façon dont un organisme viable avec de l'ADN humain et extraterrestre peut en sortir. La biologie nous apprend que les humains ne peuvent même pas se reproduire avec les chimpanzés, alors que nous partageons 98% de notre ADN avec eux. Mais Morty bat en quelque sorte l'évolution, et la série ne traite pas cela comme une blague unique non plus. C'est pour toi, papa. Les épisodes ultérieurs traitent Morty Junior comme un vrai personnage avec un développement et un traumatisme authentique. Tout basé sur le principe que la reproduction interespèce et intermécanique est tout à fait normale dans l'univers de Rick et Morty. La série tord la science tout le temps, c'est sûr, mais là, elle la brise en deux et la donne à manger à un gazorpien. Si la biologie n'a pas d'importance dans cet univers, le temps non plus, apparemment, car la prochaine contradiction est si grande qu'elle aurait dû résoudre tous les épisodes avant même qu'ils ne commencent. Manipulation du temps de tous les outils que Rick a jamais utilisés, celui dont il oublie complètement l'existence est peut-être le plus puissant. Manipulation du temps. Tais-toi, Morty. La dernière fois que tu as ressenti quelque chose, nous avons tous failli mourir. Espèce de petit con. Dans A Wrinkle in Time, Rick fige le temps pendant des mois, répare la maison, organise des raves, et joue même avec le temps comme si c'était un jeu vidéo. Il répare littéralement leur monde entier sans que personne ne s'en aperçoive. Cette scène prouve qu'il a la capacité de mettre en pause, de rembobiner et de contrôler le temps avec une précision extrême. Et puis, il ne l'utilise plus jamais. Sérieusement, la Fédération Galactique envahit la Terre et il n'a pas arrêté le temps une seule fois. Evil Morty a pris le contrôle de la citadelle et il n'avait pas non plus de plan de secours à ce moment-là. Summer s'est retrouvé piégé dans une boucle spatio-temporelle en effondrement. Toujours rien. C'est comme si Rick oubliait qu'il peut plier le temps chaque fois que les enjeux sont trop élevés ou pire. Les auteurs espèrent qu'on a oublié. La série tente de justifier cela en disant que le temps est instable ou trop dangereux, mais cela ne tient pas la route. Si Rick était assez intelligent pour réparer le temps après l'avoir fracturé à travers de multiples réalités, il est assez intelligent pour l'utiliser en toute sécurité. Et même si c'est risqué, tout le personnage de Rick est basé sur le fait de faire des trucs scientifiques téméraires juste parce qu'il le peut. C'est une occasion manquée. Et une contradiction totale. La série présente une technologie de pointe, prouve qu'elle fonctionne, puis l'ignore à jamais. La manipulation du temps aurait pu résoudre une douzaine de conflits majeurs, des guerres intergalactiques au simple malentendu. Au lieu de ça, Rick laisse des planètes entières brûler tout en gardant un bouton d'arrêt du temps dans sa poche. Si Rick peut figer le temps pendant des mois et oublier de l'utiliser, attendez qu'il se mette à prendre le pistolet à portail pour un jouet.
Un bouton, une pression pourrait tout arranger. Cependant, Rick est trop occupé à perdre le fil du fonctionnement de sa propre technologie de portail. Le voyage dans le temps, via le pistolet portail, est le pouvoir le plus ignoré de Rick. Le pistolet portail est celui qui l'utilise le plus mal. Dès le tout premier épisode, le pistolet portail définit Rick et Morty. C'est la raison pour laquelle le voyage interdimensionnel est possible, la raison pour laquelle la citadelle existe et l'épine dorsale de presque tous les arcs narratifs majeurs. Mais le problème, c'est que les règles de fonctionnement changent tous les 2 épisodes. Dans l'épisode pilote, Rick dit spécifiquement que le pistolet a besoin de fluide de portail quand il est à court de jus. Dans les épisodes suivants, il a soudainement besoin d'être rechargé. Parfois, il se brise à force d'être trop utilisé, et parfois, il en construit un nouveau en pleine conversation. Dans le quiproquo de Reclanty, Rick le traite comme un appareil fragile, et à la saison 6, il le jette à travers les pièces comme une télécommande. Pire encore, le final de la saison 5 brise tous les pistolets portail existants pour établir un nouveau statu quo. Mais à la saison 6, ils sont soudainement de retour sans explication claire. C'est traité comme un détail mineur que la technologie la plus puissante de l'univers se remette soudainement à fonctionner de nulle part. Cette incohérence simplifie les choses. Si le pistolet à portail peut tout faire et se briser quand les scénaristes veulent du drame, alors il devient un artifice scénaristique au lieu d'un outil. Il n'y a pas de limite. C'est juste une question de commodité. Et pour une série qui se targue d'être de la science-fiction intelligente, c'est la solution la plus paresseuse de toutes. Pourtant, le pistolet portail qui défie les lois de la physique n'est rien comparé à une garderie qui connecte tous les univers. Jerry Boré, vous avez créé une garderie pour mon père? Vous plaisantez? J'aurais aimé avoir cette idée. Le paradoxe transtemporel de Jerry Boré. Si le pistolet portail tord la logique, Jerry Boré la réduit en poussière. Dans Morty Night Run, Rick dépose nonchalamment Jerry dans une garderie interdimensionnelle, un endroit spécialement conçu pour garder tous les Jerry de tous les univers. Situé sur un astéroïde intertemporel, cet endroit existe en dehors de l'espace-temps normal et fonctionne comme un carrefour pour une infinité de réalités. Laissez mijoter. C'est un bâtiment qui relie toutes les chronologies, toutes les dimensions et toutes les versions d'un homme très ordinaire. Alors, pourquoi tout le monde ne se bat pas pour l'avoir? Ce devrait être l'endroit le plus précieux du multivers. La Fédération Galactique, Evil Morty, même le Conseil des Ricks, n'importe lequel d'entre eux tuerait pour avoir accès à un endroit qui peut les relier à toutes les réalités connues. C'est l'outil de surveillance, la route de contrebande ou l'arme politique ultime. Au lieu de cela, les seules personnes qui l'utilisent sont des Ricks essayant de se débarrasser de Jerry pour un week-end. Mais comment cet endroit est-il géré? Qui le finance? Qui assure la sécurité? Pourquoi personne ne l'a exploité pour kidnapper des Mortys ou déstabiliser le multivers? Un portail malencontreux, et quelqu'un pourrait libérer une infinité de Jerrys sur la courbe finie centrale. Le niveau de menace existentielle est hors de contrôle, et pourtant la série le traite comme un Chuck E. Cheese interdimensionnel. L'existence de Jerry Boré soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, et le fait qu'elle ne soit jamais mentionnée à nouveau empire les choses. C'est un gag ponctuel aux implications cosmiques que les scénaristes enterrent immédiatement. Si une infinité de Jerrys n'a aucun sens, attendez d'essayer de compter combien de Mortys vivent gratuitement à la citadelle. Saviez-vous qu'il y avait encore des Ricks et des Mortys vivant sur la citadelle? Je me demande à quoi ressemble leur quotidien. Logique de population de la citadelle. Si Jerry Boré a brisé la réalité, la citadelle a brisé les mathématiques élémentaires. La citadelle des Ricks est censée être un centre névralgique, une dystopie flottante, où des milliers de Ricks et de Mortys de tout le multivers vivent, travaillent et règnent. Il est présenté comme un mal nécessaire, un endroit où les variants de Rick peuvent coexister tout en gardant les Mortys sous contrôle. Mais quand on commence à réfléchir à son fonctionnement réel, cela devient déroutant. Tout d'abord, parlons de Mortys. Selon la Rickception, Mortys n'existe que parce que les Ricks ont abandonné les Bess à travers des réalités infinies. Alors, comment tant de Mortys se retrouvent-ils à la citadelle? Certains sont étudiants, d'autres policiers, d'autres dirigent des entreprises. Les Mortys sont censés avoir 14 ans, mais ici ils organisent des élections et possèdent des biens immobiliers. Alors, qu'est-il arrivé à leur famille? Ces Ricks sont-ils tous abandonnés bêtes juste pour élever un Morty à la citadelle? Kidnappent-ils des Mortys? Est-ce qu'ils les font vieillir d'une manière ou d'une autre? L'émission n'explique jamais. Il ne fait que jeter Morty après Morty à l'écran, en espérant que vous ne demanderez pas d'où ils viennent ni où sont passées leurs familles. Et le même problème se pose pour les Ricks. Si la citadelle abrite tous ces Ricks, qui inventent des choses, qui voyagent dans le multivers, pourquoi certains Ricks sont des Mortys et d'autres non? Il y a des flics, des concierges, des ouvriers d'usine, tous des Ricks, tous étrangement à l'aise d'être partie d'une bureaucratie dirigée par des Ricks, ce qui contredit complètement le trait de caractère principal de Rick en tant qu'anarchiste nihiliste qui ne fait confiance à personne, surtout pas à lui-même. La citadelle a été construite pour étoffer l'univers, mais elle finit par contredire tout ce que la série dit sur les origines de Rick et Morty. C'est une ville faite de paradoxes. Morty se présente aux élections et Rick nettoie les toilettes. Si ce n'est pas le summum du non-sens multiversel, laissez un commentaire. Quel moment de citadelle vous a le plus retourné le cerveau? Rick et Morty ont inventé leur propre version de la science. Alors pourquoi ne pas y ajouter un peu de vraie magie tant qu'on y est? Papy Rick, j'aime travailler ici. Vous travaillez pour le diable. Et alors? Et alors? La contradiction entre le diable et la magie. Rick a une règle, la science est réelle et tout le reste est absurde.
Il se moque de la religion, démolit la spiritualité et rappelle constamment à tout le monde que l'univers est chaos, pas destin. C'est le genre à disséquer des dieux, à construire des machines, à arrêter le temps dans un garage et à rire de tout ce qu'il ne peut pas mesurer. Alors, pourquoi affronte-t-il le diable en personne? Dans l'épisode Quelque chose de Rickett, ce chemin vient, Rick entre en guerre mesquine avec Monsieur Needful, un être surnaturel littéral qui tient un magasin d'antiquités maudites. L'épisode ne remet même pas en question la réalité de cette magie. En fait, Rick reconnaît l'existence des malédictions, puis ouvre son propre magasin de contre-malédictions juste pour narguer le type. Il ne démonte pas la magie, il respecte ses règles et gagne encore plus. Ce n'est pas comme si la série présentait cela comme une métaphore ou une illusion. Cela confirme directement que ces objets sont maudits par la magie, et que le diable est, en fait, le diable. Ce qui est un énorme problème, car les épisodes suivants insistent à nouveau sur le fait que la magie n'existe pas, et que tout n'est que science déguisée. Rick ne peut pas être un matérialiste militant et quelqu'un qui se bat sans effort contre les démons. La blague ponctuelle brise complètement le personnage de Rick, toute la personnalité de Rick en tant que nihiliste hyper rationnel qui ne croit qu'en la science s'effondre s'il pense que la magie est suffisamment réelle pour s'y opposer. Les malédictions sont réelles, Satan tient une boutique, et d'une manière ou d'une autre, l'infini parvient encore à briser l'intrigue plus fort. Le paradoxe des dimensions infinies. Celui-ci est une bombe philosophique à retardement. Dès le départ, Rick et Morty est construit sur un grand concept, celui des dimensions infinies. Il existe une infinité de Ricks, une infinité de Mortys et une infinité de réalités dans lesquelles chaque issue possible se produit. Chaque décision que vous prenez crée une nouvelle réalité, et chaque version de vous existe quelque part. Rick le dit, Morty le vit, et le pistolet à portail en dépend. Ça a l'air cool, jusqu'à ce que tu comprennes ce que ça signifie vraiment. Si tout arrive quelque part, alors rien n'a d'importance. Chaque choix, qu'il s'agisse de tuer une famille ou de sauver une planète, a déjà été fait à un moment donné. Il existe une version de Rick qui est un bon père, une version où Jerry est président, et une version dans Close Rick Counters of the Rick Kind, où ils sont tous des chaises. Le libre arbitre n'existe pas, seulement la probabilité. Ce Rick, ce Morty, pourquoi même prétendre que leur choix compte quand des versions infinies couvrent déjà tous les résultats? La série mise beaucoup sur le développement des personnages et le drame, puis fait volte-face et dit que rien de tout cela n'a d'importance parce qu'il y a toujours un autre Rick, un autre Morty et une autre ligne temporelle. Ça tue un peu le suspense. C'est un choc narratif car 2 épisodes plus tard, ils abandonnent leur dimension comme une vieille paire de chaussures. Mais si rien n'a d'importance parce que tout s'est passé quelque part, quelqu'un aurait quand même dû remarquer les corps dans le jardin. Le trou scénaristique de la tombe des Cronenberg. Très bien Morty, nous y sommes. Oh mon Dieu, Rick. C'est nous? Nous sommes morts. Qu'est-ce qui se passe, Rick? Je panique. De toutes les choses que la famille Smith oublie commodément, celle-ci est peut-être la plus folle. Dans Rick Potion numéro 9, Rick et Morty ont accidentellement transformé leur planète entière en monstres de Cronenberg déformés. La solution consistait à passer à une dimension voisine, où cette version de Rick et Morty venait de mourir, et à les remplacer comme si de rien n'était. Morty voulait que Jessica l'apprécie, et Rick en a fait une expérience scientifique. Un sérum d'amour raté a déclenché une dégénérescence génétique en cascade. L'espèce humaine a muté en monstre de Cronenberg tressautant et liquéfié, et la Terre était irrécupérable. La solution de Rick n'était pas de le réparer. C'était pour s'en débarrasser. Il a ouvert un portail vers une autre dimension où tout était encore normal. Sauf que dans celle-ci, Rick et Morty venaient de mourir. Morty a regardé le corps de son double alternatif se tordre sur le sol, puis a aidé à l'enterrer dans le jardin sans explication à Beth, ni intention d'avouer la vérité. Il a juste traîné 2 cadavres dehors et pelleté de la terre jusqu'à ce que le problème disparaisse. Ce fut le moment où tout a basculé. Sauf que non. Summer continuait de traîner près de la clôture. Jerry a continué à tondre la pelouse. Beth a versé du vin sur la terrasse à côté de 2 monticules de terre non marqués. Et personne n'a dit un mot. La série n'a jamais donné suite. Morty n'a jamais expliqué. Et personne n'a jamais remarqué que le Morty qu'ils avaient élevé n'était pas celui avec lequel ils avaient commencé. C'était censé être la chose la plus traumatisante que Morty ait jamais faite. Au lieu de cela, la série est passée à autre chose comme si de rien n'était. Et en faisant cela, elle a aussi sauté la famille. Parce que si Beth ne le voit pas, si Summer ne pose pas de questions, si Jerry ne ressent rien, alors ce ne sont plus des personnages. Ce sont des accessoires posés sur un plateau où les conséquences n'ont pas d'importance. Rick laisse ses problèmes derrière lui et Morty enterre les siens. Et le reste de la famille met juste la table, comme s'il n'avait pas emménagé dans une maison avec 2 corps enterrés dans le jardin. Si vous avez réussi à traverser tous les paradoxes sans tomber dans une spirale existentielle, abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour analyser l'intelligence de chaque personnage de Rick et Morty.